Frédéric Tellier fait partie de ces cinéastes qui s'effacent derrière leurs films. Après l'affaire SK1, son premier long métrage, qui était la traque du tueur Guy Georges, il signe un deuxième film avec Pierre Ninet et Anaïs de Moustier. Un mélodrame tout feu tout flamme, sauver ou périr. On part pour une jeune femme inconsciente, accident voie publique. Apparemment elle aurait fait un malaise, elle a perdu le contrôle du véhicule. Là. On vient de commencer un massage mais on n'a aucun signe de reprise pour le moment. Sergent, on arrête, c'est terminé. Ça va? Ouais, ça va. Un peu dur la fin de garde, mais ça va. Tu veux qu'on en parle? Une nouvelle fois, il se place du côté des accidentés de l'existence. Un film de reconstruction pour réapprendre à vivre, trouver la force de se relever et tout réinventer. Le cinéma serait-il une façon pour Frédéric Tellier de se sauver plutôt que de périr? Premier élément de réponse avec le mystérieux réalisateur. Bonjour Frédéric Tellier et bienvenue. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Vous êtes un garçon mystérieux et pour le moins secret. En préparant notre rencontre, j'ai voulu me pencher sur les films de votre génération, puisqu'en général, on a tendance à dire que c'est vers 16 ans qu'on construit, qu'on forme son goût de cinéma. Et moi, j'ai même pas trouvé votre année de naissance. Alors, la première question pour débuter cette rencontre, c'est comment et par qui s'est faite votre initiation au cinéma ? Alors déjà, je suis discret, pas forcément mystérieux, mais j'ai tourné un film il y a quelques années avec Michel Duchossois qui m'avait dit cette phrase dont je me rappelle encore, qui m'avait dit « Tu te rends compte, on a une époque où les gens veulent être quelqu'un avant d'avoir fait quelque chose. » J'essaye de faire des choses, moi, de faire des films et que les films soient plus en avant que moi, donc j'essaie de cultiver un peu cette discrétion, voilà, qui me convient bien. Après, moi, mon éducation, elle s'est faite au ciné-club de quartier. Dans une époque, je ne vous dirai donc pas mon âge, je garde ce mystère. Mais alors, on est quoi, dans les années 70? Ouais, on est dans les années 70-80, fin des années 70-80, effectivement, 14-15 ans, une enfance un peu compliquée qui part un peu sur le côté, et ma mère a l'idée de nous inscrire, mon grand frère et moi, au ciné-club de quartier, les petits cinémas de quartier de l'époque qui repassent des vieux films, des classiques. Et voilà, émerveillement total, une espèce de canalisation de l'énergie à ce moment-là, et la découverte d'un monde, quoi, du vrai monde qui n'est pas du tout ma vie. Et les grands classiques, voilà, de The Wall à Jésus de Nazareth de Zeffirelli, voilà, tous ces grands films, Little Big Man, West Side Story, je découvre ça, quoi. Je passe de la Coccinelle à Monte-Carlo à ça, en gros. J'ai appris qu'en enquêtant, un de vos films fétiches, c'est Kramer contre Kramer, de Robert Benton, 1973. Ouais. Pourquoi c'est votre film? L'année de ma naissance. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Pourquoi c'est votre film fétiche? Alors, ben, là, vous me posez des questions d'une précision. Je ne sais pas trop pourquoi. Probablement parce que j'ai une histoire de famille pas très loin de ce film, que je l'ai vu à l'adolescence. On le rappelle, c'est l'histoire d'un divorce et le point de vue original de Benton à cette époque-là, où on parle de divorce comme un vrai fait de société, c'est qu'il regarde cette étude de mœurs, mais du point de vue de l'homme, du point de vue de Dustin Hoffman. C'est ça qui vous touche? Peut-être, en effet, parce que je fais une espèce de confusion un peu globale entre ce papa que je suis maintenant et ce petit garçon que j'étais avant. Je ne sais pas trop, mais je crois que ce qui me touche, c'est l'absence totale de superflu dans ce film. Okay, come on, let's get this show on the road, huh? Do a little hustle around here, okay? Come on, set the table. C'est une petite pépite, quoi. La mise en scène est d'une sobriété incroyable, les acteurs sont d'une sobriété incroyable. À la lumière, Nestor Almendros, qui est un des plus grands directeurs photo du cinéma, qui fait Les Moissons du ciel, et pourtant, la lumière s'efface, on a presque une impression de documentaire. Et la force de Benton, c'est qu'il ne donne raison à personne, ni au père, ni à la mère, qui est la vraie révélation de ce film, qui est Meryl Streep à l'époque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne prend parti pour personne. Il prend parti pour personne, il nous plonge juste dans cette histoire. Voilà, une fois de plus, le mal à sa façon qui arrive dans une famille et comment une famille s'en sort. Ouais, c'est un film super. Ce serait probablement le film de ma vie, ouais. I love him very much.
I'm not gonna take him with me. Can I go and talk to him? Yeah. Le deuxième point sur lequel j'ai appris un petit quelque chose de vous, Frédéric, c'est qu'il y a un film de Costa Gavras, Missing, qui a joué un rôle très important puisqu'il vous aurait donné envie de changer de vie. Missing, je ne sais plus vraiment quand je le vois. Je crois que j'ai déjà passé un peu les années ciné-club de quartier dont on parle, mais c'est un énorme choc. C'est l'histoire de deux journalistes qui s'installent au Chili, un couple, et puis il y a un coup d'État, le coup d'État de Pinochet, et puis on est en 73, et puis d'un seul coup, le mari disparaît. Et le père vient, joué par Jack Lemmon. Voilà. Le père vient, le père qui est en conflit avec son fils. Dans un premier temps, il se dit il a encore fait des conneries, il va falloir que je m'en occupe. Et dans un deuxième temps, il découvre que son fils, en fait, est un très grand bonhomme, quoi, qui s'est engagé du point de vue humanitaire, il s'est engagé politiquement, et que c'est probablement pour ça qu'il disparaît. Donc ça me... Il y a deux choses, comme à chaque fois, qui me touchent dedans, ce destin-là, le fait de se découvrir, de se juger, puis quand on se connaît, de découvrir probablement l'histoire père-fils aussi, qui bien sûr me touche. C'est de là que s'est affirmée votre vocation de cinéma en croyant, ou en voulant croire que le cinéma peut changer quelque chose chez nous? Oui, complètement, parce que moi je rêvais, je crois, un peu de cinéma quand j'étais gamin pour m'affranchir de ma condition sociale, en fait. Ça me faisait rêver, mais je pense qu'à ce moment-là, en tous les cas, c'est le souvenir que j'en ai. Missing, je me dis d'accord, le cinéma, ça peut être ça. Ça peut être utile à ça peut être un grand film d'action, d'émotion, de tension, de suspense, et dire des choses. Et là, je me dis, voilà, je vais faire ça. Le troisième sommet par lequel on peut vous approcher, Frédéric Tellier, vous allez me dire là encore si je suis dans le juste, vous ne vous lassez pas d'une scène d'ouverture. Ah, vous savez déjà de quoi je vous parlais. Non, mais c'était vous ne vous lassez pas, j'ai eu peur. Non, vous ne vous lassez pas de revoir la séquence d'ouverture d'Amadeus de Milos Forman. Ça commence comme un polar totalement ingénieux, la lumière est fantastique, les acteurs sont dingues. Ça commence par une fausse piste. Les deux serviteurs ont des têtes incroyables. À la fois, c'est grave, tragique et cocasse. Voilà, il y a la réalité de la vie. Ils en profitent pour bouffer les trucs du noble qui leur donnera sûrement pas ça à manger. Signore, believe me, this is the most delicious thing I ever ate in my life. Really, signore, you don't know what you missed. All right, that's enough, signore. Open the door. Signore, if you don't open this door, we're going to eat everything and we're going to leave nothing for you. And I'm never going to come and see you again. Et puis on est dans le drame, on arrive, il y a du sang, il s'est tranché la gorge, Salieri, l'ennemi juré de Mozart toute sa vie, enfin son grand compétiteur en tous les cas. Et c'est toute la force de Milos Forman. On vient voir un film sur Mozart, ça s'appelle Amadeus, et on ne commence pas avec Amadeus. Votre second film, Sauver ou périr, qui sort en ce moment en DVD, est un film autour de la quête d'identité. Alors, est-ce qu'il y a des metteurs en scène qui vous ont permis d'aller visiter des parties inconnues de vous-même? J'imagine qu'on a tous un peu nos metteurs en scène fétiches qui nous ont touchés particulièrement. Moi, il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup en fait. Je n'ai pas une adhésion complète à un metteur en scène, j'ai des adhésions à des mouvements, un peu comme en peinture d'ailleurs, mais très probablement qu'Oliver Stone, Spike Lee,
Gus Van Sant sont des metteurs en scène qui m'ont beaucoup marqué dans leur façon de, comment dire, de faire le petit pas de côté. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je pense aussi à Costa Gavras, Z, L'Aveu. En fait, je crois que j'ai compris à ce moment-là ce qu'était la double lecture. Voilà, le côté, un sujet, une histoire. Pourquoi on raconte cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle veut dire à part la distraction? J'ai rien contre la distraction, mais je suis très sensible au cinéma de transmission, c'est vrai. Ouais. Vous co-signez la musique de ce film, Sauver ou périr, et Costa Gavras, qui était sur ce canapé il y a quelque temps, me disait qu'il considérait la musique de film comme une composante dynamique de sa dramaturgie. Pour lui, elle agit comme un personnage qui entre en scène et dialogue avec les autres. Est-ce qu'il y a un film de cinéma où la musique tient ce premier rôle? Pour moi, peut-être Le Mépris de Godard. Ah, une musique de Georges Delerue. Georges Delerue ou Platoon d'Oliver Stone. Enfin, c'est les deux premiers qui me viennent comme ça, mais je pourrais sûrement en trouver d'autres. Musique ou pas musique, on se pose souvent la question. Il y a des films magnifiques sans musique aussi. C'est une forme de musique probablement qui n'en est pas, puisqu'on trouve un rythme ailleurs. Ce long travelling, ce générique début qui fait déjà partie du film, ça me raconte une partie de l'émotion des personnages ou même intrinsèquement du récit en fait. La musique est un vecteur pour m'emmener là-dedans. En revisionnant Sauver ou périr, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments qui pouvaient le rapprocher d'un metteur en scène que vous avez cité, Oliver Stone, et d'un film qui est né un 4 juillet. C'est l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui se reconstruit à la fois physiquement et psychologiquement. C'est très proche du personnage de Pierre Ninet. Alors je voulais savoir si c'était un film auquel vous avez pensé ou pas. C'est un film auquel j'ai pensé parce que j'ai une adoration pour Oliver Stone. Ah, donc c'est juste de rapprocher les deux. Bien vu. Mais je l'ai revu à cette occasion, comme j'en ai vu d'autres, comme j'ai revu Elephant Man, comme j'ai revu Johnny Got His Gun, comme j'ai revu Midnight Express. Voilà, des films sur la reconstruction. Regarde-moi. Regarde. Regarde-moi, Cécile. Mon visage, c'est plus mes traits, c'est plus mes rides. Il n'y a plus d'histoire, là.